Alors, bonjour à toutes et à tous pour la deuxième partie de cette journée d'études sur aimer en collaboration entre la PHEC et la Villa Hispanica. Et le grand plaisir d'accueillir pour cette première conférence de l'après-midi Virginie Juliana, qui est agrégée, docteur, spécialiste de la peinture espagnole et de la littérature espagnole à la croisée entre le 19e et le 20e siècle, même allant jusqu'au 21e, et qui est maître de conférence maintenant à l'Université de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Virginie. Merci Philippe. Merci Philippe, je tiens à remercier le comité organisateur et en particulier Christine pour l'invitation à cette magnifique journée où, pour ma part, je vais vous parler d'aimer dans le registre familial en peinture et en littérature espagnole contemporaine. Donc, je commencerai par les Soledades de Antonio Machado qui écrivait, et je cite, « Y volver a sentir en nuestra mano aquel latido de la mano buena de nuestra madre y caminar en sueños por amor de la mano que nos lleva. » Dans sa volonté de retrouver une forme de bonheur perdu à travers ses rêves, le sujet poétique fait apparaître un élément corporel, la main. Cette main qui l'entraîne au gré des souvenirs et manifeste une attente d'amour, selon Bénédicte Mathios, ce n'est autre que celle de sa mère, auquel le poète fait référence dans un élan lyrique de retour vers un temps passé qui n'est plus, une renaissance, tel que s'intitule le poème. C'est donc bien de l'amour de leur mère, dont il se souvient et auquel il fait allusion, évoqué ici à titre d'exemple. Aimer dans le registre familial et donc l'amour filial est une forme d'attachement en tant qu'état émotionnel qui peut être compris à partir de la relation parent-enfant et il implique des liens multidirectionnels. Des parents, père, mère vers les enfants, fille ou fils, des enfants vers les parents et même entre les enfants, donc fraternels dans ce cas. Dans tous les cas, il s'agit de cet ensemble de relations créées et établies au sein du noyau familial. Et nous reviendrons donc sur la story dont parlait Christine ce matin. L'acte d'aimer est inquantifiable, raison pour laquelle nous nous concentrerons davantage sur les gestes et preuves d'amour au sein d'une même famille qui ont parsemé la littérature et la peinture, pas seulement espagnole, mais aussi universelle. Étant donné l'ampleur du corpus, il m'a fallu faire un choix et pour cette raison, je me concentrerai principalement sur la maternité dans la littérature et la peinture du 19e et 20e siècle, une vision en constante évolution et changeante selon le point de vue adopté. Pour ce faire, nous allons faire d'abord un bref retour sur l'histoire de la maternité au 19e et 20e siècle. La citation viendra un petit peu plus tard. Si l'on s'intéresse au champ de la parentalité, autrement dit ce qui fait qu'un individu devient parent, on peut distinguer plusieurs fonctions. La première, concevoir et ou engendrer des enfants. Et dans le deuxième cas, élever, nourrir et protéger. En troisième lieu, instruire, former, éduquer. Avoir des droits ou des devoirs vis-à-vis de l'enfant, doter l'enfant d'un nom, d'un statut social, et le droit d'exercer certaines formes d'autorité et en attendre certaines formes d'obéissance, de respect, voire d'affection, pour n'en citer que quelques-unes, selon Maurice Godelier, les métamorphoses de la parenté. La préoccupation sociale pour l'enfant et la revalorisation de sa position dans la sphère intime et familiale sont indissociables d'un autre concept reconsidéré au XIXe siècle, qui est la maternité. La place de la mère est fondamentale dans l'équilibre familial, celle-ci possédant des répercussions favorables au bon développement physique et mental de l'enfant. Au XIXe siècle, l'important n'était plus d'avoir une famille nombreuse pour la famille bourgeoise, mais plutôt de remplir son rôle de parent et d'éducateur, et de porter toute son attention et les soins nécessaires à ses enfants. Avec la diffusion de cette idéologie bourgeoise, l'unique préoccupation de la femme devait être celle d'être une bonne mère et une bonne épouse, la culture écrite ayant donné à la femme son caractère de fée du logis, ángel del hogar, bienfaisante par nature, l'image en somme de la mère et de l'épouse parfaite, voulue par une société pensée par les hommes. Cependant, et comme le signale María López Fernández, si tel est l'idéal qui prévaut encore à la fin du XIXe siècle, il semble évident que les archétypes féminins popularisés par la peinture de fin de siècle s'y opposent directement. Les femmes élégantes, émancipées, travailleuses et bien sûr les mendiantes et les prostituées étaient avant tout des stéréotypes subversifs qui mettaient en danger la réalisation de cet idéal.
La femme, bien qu'idéalisée, se voyait également soumise aux mêmes limites imposées pour le reste des modèles féminins. La femme, en tant que mère et épouse, donc, était la bienfaitrice de la société, mais en fin de compte, cela restait une femme. Et en tant que telle, pour les hommes de l'époque, elle était organiquement et psychiquement inférieure à eux. Pour cette raison, les représentations des mères de la fin de siècle n'ont pas échappé aux considérations misogynes qui s'entremêlent tant dans sa représentation littéraire que visuelle. Dans leur article « Mi madre ni hijos, la maternité empêchée dans quelques romans du XIXe siècle », Ibs, Lisorg et Cadar interrogent la maternité dans les œuvres de Fortunata y Jacinta de Galdós, La prueba y los pasos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, Pequeñeces du père Luis Coloma, ainsi que La Regenta de Clarín et La espuma d'Armando Palacio Valdés. Et de conclure que vous voyez ici, donc, en empêchant les héroïnes de se réaliser dans la maternité, les auteurs semblent chercher avant tout à expliquer une féminité en crise. Cette féminité, elle exerce son influence aussi bien sur le plan collectif qu'au niveau individuel. Elle contribue à la reconnaissance sociale de la femme en qualité de maillon essentiel de la civilisation et participe à l'élaboration des futurs citoyens. Et un peu plus loin, sur cette base se fondent les idéaux et les concepts d'une nouvelle féminité puissante mais prisonnière, une féminité qui, lorsqu'elle subit l'empêchement de la maternité, ne peut être que transgressive. Magali nous en parlera. Ne peut être que transgressive et dangereuse pour l'avenir, tant personnel que social. Arrivé au XXe siècle, le rôle de la mère évolue grâce à une reformulation de cet idéal féminin. L'archétype essentiel était donc la mère, mais une mère d'un genre différent. Elle n'est plus faible ou folle, mais elle devient la garante de la régénération de la société. Pour cette raison, la mère devait être forte, intelligente, consciente et responsable de la grande tâche qui lui était confiée. Et considérée comme la meilleure éducatrice de ses enfants, la mère se devait de transmettre les valeurs les plus pures aux générations futures, redonnant par la même occasion de la valeur à la figure de l'enfant. La femme était donc chargée de transmettre ces valeurs du père en l'absence de ce dernier, puisqu'en réalité, c'était la figure paternelle qui exerçait son ascendant sur son épouse et ses enfants et avait pour rôle de guider l'enfant. Autrement dit, la mère préparait le terrain pour que le père puisse semer ensuite les bonnes graines de l'éducation, de la bonne éducation de son enfant et le préparer à la vie adulte. Dans les représentations, la figure maternelle adopte dans sa majorité une posture contemplative envers sa progéniture, surtout s'il est en bas âge. De ce fait, elle dégage une atmosphère sécurisante, protectrice, sereine et tendre autour de la figure de l'enfant. De plus, la femme était entraînée depuis l'enfance à jouer ce rôle de mère, puisqu'on lui mettait dans les mains, dès son plus jeune âge, des poupées pour l'entraîner. Et en jouant avec son enfant et en lui enseignant les règles basiques de la société, ce dernier pouvait grandir convenablement en attendant que son père prenne le relais de l'éducation. En ce sens, et tel que le souligne López Fernández, la plupart des sociologues considéraient que les femmes étaient de meilleures éducatrices que les hommes parce qu'elles maîtrisaient davantage le domaine des sentiments et donc de l'amour. Même les plus ardents défenseurs de la soumission absolue des femmes étaient fortement favorables au travail éducatif effectué par les mères. Donc, dans un premier temps, nous allons voir cet amour maternel défini par les hommes. Comme le disait le sculpteur Ernest Meissonier, en parlant de l'artiste, et je cite, « La femme, la famille, l'intérieur ne doivent être pour lui qu'une facilité à marcher plus librement dans le champ des idées, débarrassée des préoccupations vulgaires dont on prend soin pour lui. Il faut que la femme qui épouse un artiste sache qu'elle se voue au sacrifice. » Si ces propos à l'heure actuelle peuvent largement surprendre ou même choquer, il faut comprendre qu'ils étaient monnaie courante à l'époque. Et même si les artistes n'étaient pas exclusivement masculins, c'est bien souvent les hommes qui sont passés à la postérité. Cependant, la vie en couple ou en famille, loin d'être incompatible avec la création, était parfois une structure nécessaire à l'épanouissement d'un artiste et de sa production. Certains envisageaient la famille comme un poids ou même un frein, c'était le cas de Paul Gauguin par exemple, et d'autres comme un moteur de création. Et la littérature et la peinture espagnole contemporaine font donc état de ce regard masculin posé sur la femme en tant que mère aimante, exemplaire et protectrice de ses enfants. Donc, un exemple de représentation, nous le trouvons chez Pablo Picasso. Ici, il produira donc plusieurs œuvres, comme ici Madre e Hijo, Maternidad junto al mar,
ou même la sopa. Et si l'on s'attarde sur madre e hijo, on peut observer que sur ce tableau, les tons froids bleus enveloppent et isolent à la fois les personnages, une mère et son enfant, comme l'indique le paratexte. Et de cette solitude, seul l'amour intense qui les lie et qui se dégage de la peinture a une dimension salvatrice. La lumière qui se dirige vers leur visage met en évidence cette relation unique entre une mère et son enfant. Cette œuvre tire son origine d'une visite du peintre à l'hôpital de la prison Saint-Lazare à Paris, une institution pour les prostituées parisiennes porteuses de maladies vénériennes, raison pour laquelle le peintre réalisera plusieurs œuvres où des mères misérables et sans abri serrent leurs enfants contre elles comme un rempart protecteur face à l'adversité. De cette manière, Picasso fusionne dans une même œuvre les préoccupations sociales de la fin de siècle ainsi qu'un thème iconique comme la Vierge à l'enfant, et comme le disait Philippe ce matin. L'image que Pablo Picasso a de la maternité est très tendre. Ce qui l'intéresse, ce sont les gestes qui font le lien entre la mère et l'enfant. C'est ce que disait la commissaire de l'exposition Florence Zaragoza de l'exposition Picasso, la maternité en 2017. Parmi les gestes, l'allaitement maternel est alors devenu le meilleur symbole de la nouvelle mission de la mère et par extension de la femme. Dans Maternité de 1905, œuvre de la période rose, on peut voir une mère mélancolique penchée avec amour sur son enfant qu'elle allaite. Le visage du petit garçon est flou, mais sa petite main saisit avidement le sein de sa mère et qui est clairement visible ici. Les tons pastels accompagnent l'image de ce bébé qu'elle berce en l'allaitant avec une touche de mélancolie. Et nous voyons ici avec les couleurs complémentaires. Donc, les couleurs pastel et les tons chauds prédominent avec des lignes douces et délicates et la figure de la mère aux proportions allongées qui rappelle l'admiration de Picasso pour le Gréco. Ce tableau vaudra d'ailleurs une ekphrasis, donc une description littéraire d'une œuvre d'art par Rafael Alberti, que nous voyons ici. Picasso, Maternidad azul, Arlequín rosa, etc. Les visages de la mère et de son enfant recueillis sur la partie gauche du tableau accueillent l'intensité du lien, accentuent cette intensité du lien, une partie dans l'ombre, une autre exposée à la lumière. On l'observe de la même façon dans l'œuvre de Joaquín Sorolla de 1914, une œuvre dont on voit la femme ici apparaître sur un fond mauve gris, et elle est assise sur un banc couleur bois appuyée contre le dossier et légèrement penchée vers la droite, sa droite. Elle tient un enfant dans ses bras de manière assez détendue. La femme est d'un âge indéterminé, Joaquina la gitana, et semble regarder au-delà du tableau avec une expression pensive. D'apparence humble mais soignée, elle porte des vêtements sombres qui ne révèlent pas sa silhouette. Dans ses bras, les mains jointes, elle tient un bébé dont la tête est tournée vers son sein gauche, suggérant qu'elle l'allaite, tandis que sa même main repose sur son sein. La scène est éclairée par une lumière latérale venant de la droite qui la divise en deux parties distinctes et attire notre attention sur cette zone. Nous sommes face à deux personnalités de la même femme. Sur le côté gauche, on nous présente une femme vêtue de noir, une femme ancrée dans la tradition, une femme qui inspire le respect et qui est porteuse aussi des normes du peuple gitan et notamment par cette posture de deuil et ses vêtements aussi de deuil. Dans l'autre moitié, dans un style très différent, l'aspect maternel est représenté avec beaucoup de lumière, bien qu'elle soit vêtue de noir. Et elle représente à la fois la mère heureuse qui transmet les valeurs et les traditions, qui prend soin de ses enfants et s'amuse avec eux, et aussi l'épouse qui fait ce que l'on attend d'elle, mais sans perdre son côté sensuel pour autant, comme le montre cette fleur jaune dans ses cheveux noirs. Dans tous les cas, la maternité est un lieu commun de représentation des femmes fortes et puissantes à l'aide des enfants forts et vigoureux, qui se présentaient généralement nues, associées au thème de la Virgo Lactans latine. C'est aussi une façon de montrer à la bourgeoisie que l'allaitement maternel préservait l'enfant des risques et des maladies. Et c'était surtout une façon d'exprimer l'importance de la mère dans la transmission des valeurs fondamentales.
Moebius, notamment le neurologue allemand, considérait que l'amour maternel avait une énorme prépondérance sur les autres instincts et en général, tout le monde était convaincu que c'était le sentiment le plus primaire et le plus caractéristique de ce qu'on considérait une vraie femme, malgré le fait qu'il avait par ailleurs, entre guillemets, démontré l'infériorité du cerveau féminin. On pourrait citer d'autres exemples, comme les œuvres de Ricard Canals, de Joaquim Sunyer, de Julio González, donc nous voyons ici Sunyer et González, et un grand nombre d'œuvres de Joaquín Sorolla, dont Madre, Christine, je sais que tu l'adores, dont Madre, qui représente ce moment intime suivant l'accouchement et l'atmosphère rassurante et intime donc de cette mère et son enfant, vue depuis le point de vue d'un père artiste qui tend à rendre universelle la maternité. Ici, sur l'autre tableau, El Primer Hijo, il s'agit de sa femme aussi qui allaite son enfant, une aquarelle de 1890, et on voit la volonté d'universaliser le geste, donc El Primer Hijo, quand on sait qu'il s'agissait d'une petite fille. Voilà. L'amour maternel vu par les créateurs masculins transforme les figures féminines en icônes de pureté et de force, qu'ils soient inclus ou non dans l'atmosphère intime qui enveloppe les personnages. D'autres exemples fleurissent dans la littérature. Par exemple, selon Unamuno, dans Del sentimiento trágico de la vida, il nous dit « Y en la mujer todo amor es maternal ». Ou encore « El amor de la mujer sobre todo decía que siempre en su fondo compasivo, es maternal ». Et un peu plus loin, y por eso es su amor más amoroso y más puro que el del hombre y más valiente y más largo. On le retrouve également dans Amor y Pedagogía, œuvre de Unamuno qui raconte l'histoire de Don Avito Carrascal, un intellectuel qui croit pouvoir transformer un enfant en génie en appliquant les principes de la pédagogie moderne. Et dans cette œuvre, l'auteur oppose le sentiment maternel profond et intense de Marina, donc la mère, avec l'ardeur scientifique d'Avito. Le même instinct maternel qui s'incarne dans l'affection que Marina porte à ses enfants est perçu très négativement par Avito, qui voit ce sentiment comme un obstacle afin de conduire Apollodoro, donc le fils, sur la voie du génie, et constitue ainsi un nouvel élément pour déprécier la femme. Mais cette étroitesse d'esprit du père en devient grotesque après la mort de leur fille. Et devant le cadavre encore chaud de l'enfant, ni la mère ni le frère n'osent exprimer leurs sentiments de chagrin, dépassés par le discours paternel sur la science et la mort. Ce n'est qu'au départ d'Avito que Marina et Apollodoro donnent libre cours à leur souffrance. Et les mots de la mère naissent du cœur et concentrent tout l'amour et la désolation face à la mort et à l'échec de l'éducation. Et elle dit « Rosa, Rosa, mi sol, mi vida », etc. Non ? Et à la fin, cependant, l'auteur récupère implicitement la valeur féminine et le pouvoir rédempteur des femmes. Face à la mort réelle du fils et les paroles défaites de la mère, Avito brise son esprit scientifique et s'exclame avec angoisse « Hijo mío ». C'est alors que sa femme l'embrasse, s'exclamant « Hijo mío », ce à quoi il répond « Madre ». Dans cette situation très unamienne de confusion des identités, où le mari est le fils et la femme la mère, il y a le triomphe de l'amour, la victoire finale de la femme et du sentiment maternel sur la science et la pédagogie. Maintenant, effectivement, nous avons vu le point de vue masculin, mais il faut également voir le point de vue féminin sur l'amour maternel vu par les femmes. Et si l'amour maternel a été dans sa majorité, comme je le disais, peinte et décrite par les hommes, il est important de regarder comment celui-ci a été perçu par les femmes elles-mêmes. Nous donnerons un autre exemple dans la littérature, celui de la comtesse Emilia Pardo Bazán, avec la naissance du premier de ses 3 enfants, Jaime, en 1876, année pendant laquelle elle se fait connaître en tant qu'écrivain, remportant le concours organisé à Orense pour célébrer le centenaire du père Benito Feijóo. Ce sont les années où elle n'a pas encore complètement abandonné la poésie. Et grâce à Giner de los Ríos, elle publie un recueil de poèmes intitulé Jaime, qui se présente de cette manière, donc avec une photo de son enfant. Et voyons ce premier poème qui n'apparaît pas, pour une raison étrange, mais dans tous les cas, je vais vous le lire. Fruto de mis entrañas el primero, después que el ser te di por mi fortuna, se liquidó mi corazón entero en lágrimas de amor sobre tu cuna.
De aquel amor al plácido rocío sentí de nuevo florecer el alma. Así las ondas de ignorado río hacen que brote la africana palma. Y como la bandada de las aves canta otra vez del sol con la presencia, despertó tu mirar cantos suaves, los perfumó la flor de tu inocencia. Et je ne résiste pas ici à reproduire un fragment du discours de Julio Rodríguez Llordi pour la Real Academia Gallega qui montre à la perfection l'amour inconditionnel qui se dégage en tant que mère de ce recueil de poèmes. Et il dit, más que una producción literaria, es Jaime una exhalación del alma. Bastaría este libro tan breve para definir lo maternal en su autora. En una mujer sublimada por su condición de madre, se implantará el predominio del amor máximo que la hará para siempre ser primero madre y después escritora. On voit ici le renversement de situation, n'est-ce pas, par rapport aux hommes. Y él poursuit, esa genial comprensión de los puros afectos de madre e hijo, esa sutilísima y maravillosa observación de los niños, etc., que despiertan los ecos de la propia maternidad. En peinture, si la grande peintre de la maternité était l'américaine Mary Cassatt, dont les tableaux sont restés des plus importants dans la représentation des mères et de leurs enfants, nous nous intéresserons ici à l'œuvre de Maria Blanchard, que vous voyez ici projetée. Maternité, que vous voyez ici projetée, est l'une des nombreuses représentations de Blanchard tout au long de sa vie artistique, tant dans sa période cubiste que figurative. La mère est représentée assise, regardant le spectateur, le sein droit sortant de sa robe pour allaiter l'enfant sur ses genoux. Le nourrisson, qui n'a que quelques mois, se distingue, lui, par ses formes potelées, n'est-ce pas? Donc, un enfant nu qui porte un bonnet, et il montre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il montre une indifférence totale par rapport à ce que la mère lui offre. Les proportions, évidemment, les proportions aussi anatomiques de l'enfant et de la mère ne sont pas entièrement ajustées. On en retrouve des couleurs plutôt froides, brunes et les valeurs blanc et gris. L'œuvre date de 1924 et son caractère figuratif était déjà bien établi, bien que l'on a des réminiscences cubistes. En revanche, dans la maternité ovale, une autre des maternités représentées par Blanchard, et dans celui-ci, la mère est vue regardant le spectateur avec sa poitrine à l'extérieur de sa robe. L'enfant nu joue de la même façon, de manière complètement indifférente par rapport à sa mère. Il porte un jouet et donc il l'ignore complètement. Dans les deux cas, nous voyons donc que les enfants, si chez les hommes, si, dans cette vision incarnée par les artistes masculins, on avait à chaque fois l'enfant qui était au creux des bras de sa mère, ici, par une vision féminine, nous avons l'opposé, c'est-à-dire l'enfant qui se détourne complètement de la mère. Et donc, il détourne de la mère qui souhaite les allaiter comme s'il s'agissait, et c'est là ce qui est intéressant, une maternité frustrée, en dépit de tout cet amour à transmettre. Bien que beaucoup aient vu dans ces versions de la maternité un motif religieux, plein de spiritualité, de tendresse et de sensibilité, il n'en est pas moins marqué par la propre expérience de vie de Blanchard, celle de n'avoir jamais pu être mère à cause d'une maladie, une syphoscoliose, dont elle souffrait depuis la naissance. Et si on y pense, on retrouve ces représentations frustrées aussi dans de nombreuses œuvres comme Frida Kahlo. Et maintenant, pour conclure, pour conclure, donc l'amour familial et en particulier l'amour maternel a trouvé un écho prononcé dans les arts visuels de manière générale et dans la peinture en particulier ici, ainsi que dans la littérature. Nous aurions pu parler également de l'amour paternel, mais ce serait évidemment un autre sujet, et Plácido français qui montre donc ces pères qui sont impliqués dans l'éducation, qui transmettent à chaque fois des leçons, donc un aspect encore différent. Pour revenir à la maternité, décrite par les hommes, l'amour maternel est le plus puissant, le plus pur et devait être porté par des femmes
fortes et vigoureuses, des femmes se portant en quelque sorte garantes du développement émotionnel de l'enfant. Et vu par les femmes, en revanche, on est davantage sur le registre d'un amour inconditionnel qui provient plutôt des entrailles, n'est-ce pas, et qui prend le dessus sur la création, comme nous l'avons vu avec Pardo Bazán. Nous pourrions terminer sur l'amour filial, cette fois des enfants envers leur mère, qui ont laissé de nombreuses représentations dans cette réciprocité du sentiment d'amour qui lie un enfant à sa mère et qui afflue de la même façon dans la peinture et la littérature. Et nous terminerons donc avec le poème Madre du poète andalou Juan Ramón Jiménez qui dit, et je cite, Te digo al llegar, madre, que tú eres como el mar, que aunque las olas de tus años se cambien y te muden, siempre es igual tu sitio al paso de mi alma. No es preciso medida ni cálculo para el señalamiento de ese cielo total. El color, hora única, la luz de tu poniente, te sitúan, oh madre, entre las olas, conocida y eterna en su mudanza. Merci beaucoup. Et peut-être pour vous donner rapidement une idée de ce dont je parlais concernant les tableaux des pères, peut-être que ça peut ouvrir aussi des pistes. Donc nous avons ici de Plácido Francés, El Consejo del Padre. Il faut que tu lances le PowerPoint, oui. Parce que sinon ça passe pas. Ah mince, ben, il n'est pas sur PowerPoint. Donc, dans tous les cas, donc, Plácido Francés, El Consejo del Padre, ou encore El Sátiro de Fillol, une scène poignante où il est montré un père qui défend sa fille qui vient d'être violée. Voilà, donc c'est les thèmes de fin de cycle. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.